Malgré ses prouesses, l'intelligence artificielle n'a rien de magique ni de neutre. Pour les uns, elle incarne le progrès, pour les autres, elle annonce un futur digne des pires dystopies de la science-fiction. Entre fascination et crainte donc, on essaie d'y voir un peu plus clair dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à ce qu'on appelle un peu vite l'IA. Elle façonne déjà nos vies en profondeur, souvent sans qu'on en ait même conscience. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des choix humains, des intérêts économiques et surtout des impacts concrets sur nos démocraties, notre travail et notre planète. Pour décrypter ces enjeux, je reçois Estelle Panatier. Bonjour. Bonjour. Tu travailles au sein de l'ONG Algorithm Watch, qui enquête sur les dérives du numérique et milite pour faire de cette technologie un outil au service du bien commun. L'intelligence artificielle, donc, on en parle partout, mais on met souvent plein de choses très différentes sous le même terme. Du coup, comment définir ce mot et est-il seulement pertinent à tes yeux ? Alors effectivement, c'est toute la question en fait de la définition, parce qu'il n'y a pas de définition claire ou unanime de ce que c'est le terme d'intelligence artificielle. En général, on se rend compte que ça regroupe tout un tas de technologies, de techniques, avec l'idée qu'on a des données qui vont être passées à travers de systèmes, à travers des algorithmes pour établir des tâches. Et ce qui me semble vraiment important dans cette question aussi de définition, c'est de se dire en fait, c'est pas tellement la technologie qui est si importante, mais c'est plutôt qu'on regarde aussi quels sont les effets, de se dire en fait que ce soit finalement un système qui est relativement simple ou un système qui est complexe, quels sont en fait les effets de ces systèmes, de ces technologies sur la société et sur les individus. Et vous, à Algorithm Watch, c'est un terme que vous employez également, intelligence artificielle ? Alors c'est un thème avec lequel on est toujours un petit peu emprunté. On l'utilise de plus en plus parce qu'il y a aussi tout ce hype finalement autour du terme. Donc on peut pas passer à côté son utilisation, mais on essaie toujours de le mettre aussi un peu en contexte ou de prendre un pas de recul. On préfère aussi parler plutôt de système algorithmique, donc de systèmes qui fonctionnent avec des algorithmes. Et puis avoir un discours un peu plus ciblé, parce que finalement on parle pas tellement de l'IA, mais en fait il y a peut-être les IA ou les systèmes ou les utilisations, parce qu'en fait ça regroupe vraiment plein de choses différentes derrière ce terme. On peut avoir autant des systèmes d'IA générative comme pour la génération de texte, comme ChatGPT par exemple, qu'on connaît bien, mais on va avoir d'autres systèmes qui vont être utilisés par exemple pour le recrutement, pour évaluer des candidatures, ou alors aussi pour traiter des déclarations d'impôts, etc. Donc en fait tout un tas de systèmes très très différents, ou alors même jusqu'aux algorithmes qu'on voit sur les plateformes, donc tout ce qui est algorithmes de recommandation et de modération. Donc d'essayer d'avoir un peu un discours aussi différencié, et puis comme je l'ai déjà dit, vraiment de nous focaliser sur les effets, de se dire en fait peu importe la complexité ou non d'un système, ce qui nous intéresse c'est de voir quels sont les effets et comment est-ce qu'on peut encadrer l'utilisation de ces technologies de manière à ce qu'elles puissent vraiment nous bénéficier à toutes et tous et pas créer des dommages en fait pour la société. Et on va en parler bien sûr, mais avant, voilà ce qu'une IA générative propose lorsqu'on lui demande d'imaginer un monde où l'IA a pris le pouvoir. J'ai généré ça avant de venir dans cet entretien. Alors pour décrire un peu cette image, on voit à la fois des humains en bleu de travail, en blouse blanche de travail, bref des travailleurs et des travailleuses main dans la main avec des robots qui sourient. Est-ce que c'est ça la vision chez Algorithm Watch aussi du futur des technologies ? Alors, pas peut-être. Ce qui m'interroge plus dans cette image, finalement, c'est aussi cette représentation aussi de robots. C'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi beaucoup quand on demande justement de créer des images d'intelligence artificielle. Et en fait, ça correspond pas du tout à la réalité qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des systèmes qui vont être intégrés vraiment dans des processus d'automatisation plus généraux aussi de notre société. Et c'est là qu'on va vraiment les retrouver, et beaucoup moins dans cette question aussi on les trouve aussi dans la robotisation, mais disons que c'est juste une toute petite partie de la question comparé à tout ce qu'on retrouve dans d'autres applications. Et puis je pense aussi quelque chose qui peut être un élément intéressant aussi à voir, c'est de se poser la question toujours de pas seulement regarder les effets à long terme, parce qu'on parle aujourd'hui énormément des effets à long terme. Est-ce que ça va détruire l'humanité, ou au contraire, est-ce que ça va nous sauver, résoudre tous les problèmes, notamment de la crise climatique, etc. Mais plutôt de bien regarder en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que souvent ces discours-là détournent en fait l'attention des problématiques actuelles. Donc les enjeux sont déjà très actuels. On va en parler. On sait notamment que les IA reproduisent, voire amplifient les stéréotypes présents dans les données sur lesquelles elles se sont entraînées. Par exemple, si on demande à ChatGPT de générer une image de chef d'entreprise, on verra surtout des hommes. À l'inverse, pour une secrétaire, ce sera une femme. Est-ce qu'Algorithm Watch a repéré des exemples de ce genre de discrimination ?
Alors oui, des exemples de discrimination, de ce qu'on appelle la discrimination algorithmique, donc par l'IA ou les algorithmes, il y en a vraiment tout plein, et de plein de manières différentes. Ça va être notamment pour quand on va essayer d'avoir accès à des prestations sociales, dans la question du recrutement aussi, quand des algorithmes vont traiter les candidatures et privilégier certains profils plutôt que d'autres. Un exemple aussi qui avait défrayé la chronique, c'était l'exemple des Pays-Bas où on avait pour les aides pour les enfants, donc les allocations familiales. Il y avait un système qui avait été mis en place pour essayer de mesurer les fraudes ou d'évaluer quels parents recevaient à tort finalement de ces prestations-là. Et on s'est rendu compte avec le temps que ce système était discriminatoire, qu'il ciblait plutôt dans l'évaluation des risques, plutôt les personnes à faible revenu qui étaient aussi originaires de l'étranger. Et ça a vraiment eu des conséquences très importantes parce que finalement, les personnes ont dû rendre de l'argent, enfin vraiment beaucoup d'argent, et puis ont été vraiment dans une situation de précarité finalement par ça. Et quand la discrimination a été aussi reconnue, ça a conduit aussi à la chute du gouvernement des Pays-Bas. Donc on voit vraiment à quel point ça peut vraiment avoir des conséquences très importantes. Cette question de la discrimination algorithmique, et je pense qu'elle est d'autant plus difficile à aborder qu'elle est extrêmement difficile à repérer. C'est pour ça, en Suisse, nous, on n'a pas forcément connaissance de cas, de l'ampleur, par exemple, des Pays-Bas, mais il faut dire que c'est vraiment aussi lié à la nature de cette question de la discrimination algorithmique, parce qu'on ne sait pas où les systèmes sont utilisés. En tant que personne concernée, on ne sait pas quand on est concerné par une décision qui a été prise par un algorithme. C'est un peu une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe. Et puis aussi, pour prouver cette discrimination, il faut énormément de moyens d'investigation qu'on n'a pas forcément aussi en Suisse. Il faudrait vraiment avoir des équipes qui vont chercher et investiguer ces cas. Nous, ce qu'on essaye de faire à Algorithm Watch, c'est vraiment de rassembler ces cas. Et on a lancé pour ça aussi un formulaire où les personnes peuvent nous annoncer des suspicions de cas de discrimination algorithmique qu'on tâche ensuite d'investiguer. On sait qu'un autre sujet majeur au niveau international, c'est la proximité grandissante entre les géants du numérique d'un côté et les gouvernements. Est-ce qu'on assiste à une forme de collusion de plus en plus poussée entre la tech et le politique, où finalement les décisions publiques seraient de plus en plus influencées par ces intérêts-là ? On voit qu'il y a des développements en ce sens qui viennent notamment des États-Unis avec la présidence de Trump, où on voit aussi des liens très très forts avec des entreprises de la tech, notamment avec Elon Musk. Et c'est clair qu'on voit que ces intérêts-là, les intérêts économiques, sont de plus en plus présents aussi au niveau politique. On voit qu'il y a une pression aussi énorme qui est exercée en ce moment, une pression à la déréglementation. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des conditions cadres pour encadrer l'utilisation de ces technologies. Et là, c'est plutôt un vent contraire qu'on sent traverser l'Atlantique, qui demande notamment à l'Union européenne de revoir à la baisse en fait ses exigences face à ces géants de la tech. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un développement inquiétant parce qu'il faut vraiment qu'on puisse demander des comptes en fait à ces grosses entreprises quand elles mettent en péril les droits fondamentaux ou que leurs systèmes font peser des risques aussi sur la démocratie. Donc ce backlash politique concerne aussi le milieu du numérique. On peut le dire, oui. Je pense que c'est vraiment une tendance qu'on voit vraiment d'avoir cette course aussi. Je pense finalement ce qui se passe, c'est aussi beaucoup une course à l'innovation. On est dans une course à avoir des systèmes d'IA toujours plus gros, toujours plus performants. Et puis ça se fait souvent maintenant aussi au détriment d'autres enjeux en termes de droits fondamentaux, mais aussi, et je trouve ça très important à mentionner, en termes de durabilité, parce que on voit qu'avec cette course à avoir des systèmes toujours plus gros, toujours plus gourmands aussi en énergie, eh bien on n'est pas du tout dans une perspective de réduction de l'utilisation des ressources, etc. Parlons-en justement, le numérique donne souvent une impression d'immatérialité. On a l'impression que tout se passe dans le cloud, comme s'il n'y avait pas d'impact physique, mais en réalité, l'IA repose sur le fonctionnement d'infrastructures bien réelles, on le sait, qui ont un coût environnemental, comme le montre cette vidéo de la RTS. Est-ce que faire son propre starter pack ou créer son image version Studio Ghibli, c'est comme gaspiller 5 litres d'eau ou consommer l'équivalent d'un chargement de Natel? Eh bah c'est vrai, on débunk. Depuis que ChatGPT peut générer des images, c'est de la folie. En une semaine, OpenAI annonce 700 millions d'images créées. Son boss, Sam Altman, a même déclaré « nos serveurs fondent ». Certains et certaines dénoncent un gouffre énergétique insensé et d'autres rappellent le coût environnemental de ces technologies. Mais est-ce que ça consomme vraiment tant que ça? La réponse c'est oui et pas qu'un peu, que ce soit en eau, en électricité ou en CO2. Générer une image IA, c'est pas anodin. Générer une image IA, c'est pas anodin. Ça représente quoi comme impact écologique ?
Je pense qu'il y a la question de la génération de l'image, mais il y a toute la question de ce qui vient déjà avant. Il ne faut pas oublier que pour développer ces technologies, on a déjà besoin de matériel, d'infrastructures. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher des minerais. On doit ensuite avoir aussi énormément d'eau, finalement, dans la production de ces systèmes, d'électricité pour l'entraînement, etc. Et puis, finalement, aussi jusqu'à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire ça comme ça, au niveau de l'utilisation individuelle, où là aussi, on va avoir quelque chose en termes d'électricité qui va être produit. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une explosion finalement de la demande en électricité, aussi au niveau des centres de données. Il y a Microsoft et Google qui ont annoncé tous les deux des chiffres je trouve assez affolants. On est dans près de 30% pour les deux d'augmentation en fait d'utilisation d'énergie en termes de centres de données. D'ici à quand? Ça, c'est déjà en cours par rapport aux chiffres aux chiffres passés. Je crois que c'est sur les 3 dernières années, quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement quelle est la part de l'IA là-dedans, ça, il faut le dire, mais ils ont déjà aussi annoncé, ces deux entreprises, qu'elles ne seraient pas en mesure d'atteindre les objectifs en matière de réduction d'utilisation d'énergie, en matière de climat qu'elles s'étaient fixées. Et ça, c'est vraiment aussi lié à l'intelligence artificielle. En fait, on est dans un moment où on parie aussi énormément. On parie sur le fait que l'IA pourrait nous aider à réduire notre consommation d'énergie, qu'elle pourrait nous aider à mieux gérer la crise climatique, mais c'est pour l'instant un pari assez risqué. Tout ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment une utilisation croissante d'énergie, sans forcément voir des gains d'efficience très, très importants pour le moment. On est dans une espèce de fuite en avant à l'innovation et à la compétition entre différents pays. C'est ça, je pense qu'on est vraiment dans un moment où on espère beaucoup aussi du futur. Il ne faut pas oublier aussi que c'est vraiment un discours aussi des entreprises qui sont là derrière, qui ont tout intérêt aussi à porter ce discours-là en nous disant à la fois qu'elles vont nous amener quelque chose qui va pouvoir améliorer la situation. Donc, elles sont vraiment en train de produire un outil un peu magique. C'est un peu ça, finalement. On a un peu l'impression que l'IA arrive un peu comme une espèce de baguette magique qui voudrait solutionner tous nos problèmes. Et puis, en même temps, elle porte aussi ce discours un peu alarmiste en disant que c'est quelque chose qui peut aussi dépasser le contrôle qu'on peut en avoir, mais que c'est elles qui savent comment gérer ça. Et donc, ça, c'est une position, je pense, qui est très, très dangereuse, en fait, ce discours-là. Il faut vraiment en être conscient, de se dire, en fait, laissons à ces entreprises aussi le rôle qu'elles ont. Elles ont certainement une place importante à la table quand il s'agit de parler de réglementation aussi, mais pas de prendre toute la place ou de diriger le débat. Si l'épisode vous plaît jusque-là, vous pouvez vous abonner et le partager autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast. À côté de ces impacts sur la planète, il y a ceux également invisibilisés sur les travailleurs et travailleuses, et notamment les data workers, dont l'humoriste Karim Duval fait le portrait. Les data workers qui intéressent OpenAI, la boîte qui fait ChatGPT, c'est plutôt les jeunes Kenyans qui ont toute leur tête. 18-30 ans, ils leur font d'abord passer des tests. Ils leur disent « Tu vois quoi là ? 2 petits chatons mignons ?» Eh bien, tu dis à ChatGPT que ça, c'est 2 petits chatons mignons. Ok ? Bien. Comme tu apprends vite, je te propose de passer sur le dark web maintenant. Ok ? Alors, comme je sens que tu as un tempérament de leader, je te propose d'y aller tout seul. Ok ? Oui, parce que dans la data science, en fait, on travaille en équipe. Moi, science, toi, data. Ok ? Bien. Tu vois quoi là ? Un adulte qui abuse d'un enfant. Eh bien, tu dis à ChatGPT que ça, c'est un comportement inhumain. Ok ? Voilà. Maintenant, tu fais ça sur les 60 heures de vidéos restantes. C'est des variantes. Le nombre d'adultes, l'âge des enfants, l'espèce change, mais globalement, c'est pas compliqué. C'est bête comme chou. Et grâce à toi, ChatGPT sera plus humain que le meilleur des humains. Du coup, les data workers sont traumatisés à vie, en fait. On ne leur paye pas de psy, on leur interdit de parler de leur travail à leurs proches. Ils n'ont aucun échappatoire. C'est ce que j'appelle la situation du moustique dans une pièce avec une prise anti-moustique. Voilà la description de poste assez effroyable d'un nouveau job dans le secteur de la tech. Quelles sont les principales dérives que vous observez sur le plan du travail ? Alors, sur le plan du travail dans l'élaboration de cette technologie, c'est vraiment cette problématique aussi des click workers qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, le fait que le travail d'annotation des données, de traitement des données, mais aussi de modération en fait des contenus, est souvent délocalisé en fait dans le sud global, souvent dans des conditions de travail précaires, avec pas vraiment de contrats, etc., ou des contrats pas très fiables, si on peut dire ça comme ça. Et puis aussi le fait d'être justement soumis à des contenus qui peuvent être très violents, qui peuvent avoir des conséquences aussi sur la santé psychique des gens. Donc ça, c'est vraiment un peu le dessous de l'iceberg. On aurait la pointe de l'iceberg qui est cette super technologie, et puis finalement on oublie ou on invisibilise finalement tout le travail humain qui est nécessaire pour produire en fait cette technologie. Il y a d'autres impacts sur le travail que vous regrettez ?
Alors en termes de travail, évidemment, il y a d'autres impacts, que ce soit aussi, on peut voir par exemple l'autre bout, si on regarde toute la chaîne finalement de production de valeur de l'IA, donc on aurait les click workers au début, puis à la fin, on se retrouve dans des cas par exemple aussi de travailleurs et travailleuses de plateforme, donc de personnes qui vont être dirigées par des algorithmes. C'est le cas par exemple souvent dans la logistique, mais aussi dans ce qu'on retrouve aussi avec des systèmes de mise à disposition de véhicules, etc., où on va avoir vraiment un algorithme qui va nous dire quoi faire. Et puis ça aussi, ça peut aussi avoir des conséquences délétères, souvent une augmentation vraiment du stress au travail et ce genre d'enjeu. Donc en fait, pour nous, c'est toute la question de se dire, en fait, si on a une nouvelle technologie, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle bénéficie aussi vraiment à tout le monde, pas seulement que l'argent n'aille pas que dans la poche finalement des dirigeants de ces entreprises, mais qu'elle puisse aussi créer une plus-value pour les personnes qui travaillent pour ces technologies-là. Parlons du coup un peu de la façon de réglementer ces nouvelles technologies. Sur le plan législatif, l'Union européenne a adopté en 2024 l'AI Act pour fixer un cadre réglementaire. En Suisse, le Conseil fédéral a dit vouloir intégrer la Convention sur l'IA du Conseil de l'Europe dans le droit national. C'était en début d'année. On en est où à l'heure actuelle ? Alors, c'est vraiment cette première décision du Conseil fédéral qui a été déjà longtemps attendue, qui a eu lieu du coup en février. Maintenant, il y a tout un moment où l'administration fédérale prépare la ratification de la Convention, c'est-à-dire on doit mettre un peu à jour les lois pour justement pouvoir correspondre aux attentes de cette Convention. Donc là, il y a des propositions de loi qui sont en cours d'élaboration, propositions de loi qui vont être finalisées normalement d'ici à fin 2026. Donc on est sur des délais quand même relativement longs, alors que les technologies continuent d'évoluer. Mais au moins, la Suisse maintenant a reconnu le besoin de légiférer et aussi, pour nous très important, l'a reconnu aussi du point de vue des droits fondamentaux. Donc en disant, il faut qu'on prenne des mesures pour pouvoir protéger les droits fondamentaux quand on utilise l'IA, quand on développe l'IA. Et ça, pour nous, c'est vraiment déjà un signal très important. Maintenant, c'est la question de savoir comment ça va être réalisé, comment est-ce qu'on peut faire que vraiment on ait une protection aussi des droits fondamentaux, notamment, on en parlait tout à l'heure en termes de discrimination, qui soit suffisante. Et est-ce qu'elle va s'aligner sur l'Europe ? Alors, on ne va pas reprendre le AI Act de l'Union européenne. Il faut dire que c'est un règlement aussi assez particulier. On parle de sécurité des produits. En Suisse, on a choisi une autre approche. On va être plutôt sur des questions de principe, mais on peut partir du principe qu'il y a un alignement quand même qui va se faire avec l'Union européenne. Ce d'autant plus que les systèmes qui sont produits en Suisse et veulent être vendus dans l'Union européenne devront aussi garantir une certaine conformité. Donc, c'est aussi dans l'intérêt de l'économie suisse, finalement, qu'il y ait un alignement sur l'Union européenne. L'ONG pour laquelle tu travailles, Algorithm Watch, est active depuis plusieurs années pour surveiller ces dérives liées aux algorithmes. Vous menez des enquêtes, du plaidoyer. Quelles sont vos revendications envers les autorités suisses ? Alors, notre revendication principale, c'est d'avoir vraiment une vision globale de la problématique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de petites choses qui sont faites. On en parlait avant, cette ratification de la Convention. Enfin, c'est pas une petite chose, mais disons qu'il y a des choses un peu éparpillées qui sont faites. On attend aussi depuis plus d'1 an une loi sur la réglementation des plateformes. Donc, quand on parle plutôt là des aspects sur la démocratie, parce que ces algorithmes ont aussi des impacts sur la démocratie. Donc, on parle de réglementer là les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Donc, on a plein de choses qui sont faites, mais pas de manière très coordonnée. Et pour nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait un peu une stratégie globale de la manière dont on entend en Suisse encadrer cette technologie. Et après, évidemment, pour nous, c'est primordial qu'on puisse vraiment protéger les droits fondamentaux, qu'on puisse protéger à la fois les individus, mais aussi qu'on prenne en compte justement ces effets sur la démocratie, sur la manière dont on va pouvoir s'informer, etc., avoir toujours accès à de l'information fiable, et puis aussi qu'on prenne en compte ces aspects de durabilité qu'on a abordés, que ce soit la durabilité d'un point de vue environnemental, mais aussi social et puis économique. Et vous sentez que les autorités suisses sont sensibles à ces enjeux ? Le besoin de réglementation a aujourd'hui été reconnu. Ça, c'est vraiment pour nous la question fondamentale. Mais comme on dit, le diable se cache toujours aussi dans les détails. Donc maintenant, ça va être... pour nous, c'est vraiment primordial qu'il y ait une application de cette convention du Conseil de l'Europe qui soit vraiment forte et ambitieuse, parce que sinon... on risque aussi là d'avoir des lacunes en termes de protection. Aujourd'hui, on ne sait par exemple pas très bien à quel point ce que prépare le Conseil fédéral va vraiment concerner le secteur privé, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces systèmes sont utilisés et développés dans le secteur privé. C'est vrai qu'on a le sentiment d'être un peu encerclé par ces géants états-uniens de la Silicon Valley. Est-ce qu'il existe des alternatives éthiques, des outils que tout un chacun peut utiliser ?
C'est que quand on parle d'IA aujourd'hui, l'IA n'existe quasiment pas sans les géants de la tech. Et là, on voit vraiment aussi tout l'enjeu du fait qu'on n'a pas une innovation qui est aujourd'hui dirigée vers le bien commun, mais plutôt vraiment vers l'intérêt économique de ces géants. Cela dit, il y a plein d'alternatives qui essayent d'émerger, etc. Mais je pense ce qui manque encore aujourd'hui, vraiment, c'est un soutien aussi à ces alternatives et puis qu'on essaye aussi de réfléchir justement comment est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, finalement, soutenir la création d'alternatives qui iraient dans le sens aussi du bien commun. Et puis ne pas justement complètement dépendre de ces systèmes, des systèmes des géants. En termes, que ce soit à la fois en termes d'autonomie individuelle, de souveraineté nationale, etc., qu'on reprenne finalement un peu à bras le corps cette question-là et puis qu'on avance là autour. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point aujourd'hui central. Ça passe souvent aussi à la trappe sur ces questions de réglementation parce qu'on essaie pas, quand on met de la réglementation, on est plutôt en train de mettre les règles pour les entreprises, etc. Et puis, je pense qu'il y a tout un pan aussi qui est plus de l'ordre du soutien à l'innovation finalement, mais du soutien à une innovation qui soit bénéfique pour la société, qui doit aussi être enclenchée. Bien, ça me paraît d'excellents mots de fin pour ce podcast. Merci beaucoup, Estelle Panatier, d'être venue. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, le partager, le liker, parce que nous aussi, on doit plaire aux algorithmes. Merci. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.